Je me tenais là, devant le juge Rousseau, et chaque mot que Pierre Moreau prononçait me déchirait un peu plus l'âme. Son costume, je ne l'avais jamais vu. Ses yeux, fuyants, ne rencontraient jamais les miens. Comment en étais-je arrivé là, mon Dieu? Quelques semaines à peine, et ma vie, déjà si précaire, s'était effondrée, morceau par morceau. Pourtant, le début de tout ça, ce n'était pas ici, dans cette salle d'audience glaciale de Nantes. Non, c'était un jour de deuil, sous une pluie battante à La Rochelle. Il pleuvait depuis 3 jours, une pluie sans fin, comme si le ciel lui-même pleurait la disparition de Julien. Je me souviens encore de ce froid lancinant qui s'insinuait sous ma robe noire, des pavés humides sous mes pieds. C'était le jour des funérailles de papa, à l'église Saint-Martin de La Rochelle. J'étais agenouillé près de son cercueil en acajou, ma main droite caressant le bois poli, l'autre pressée contre mon ventre, où personne ne pouvait deviner la légère protubérance sous le tissu sombre. 5 mois, 5 mois de grossesse et complètement seul. Agenouillé près de la seule personne qui aurait pu se soucier de moi. Et maintenant, il était parti aussi. L'église était bondée, 214 personnes, d'après la liste d'invités que Sophie avait minutieusement préparée. Chaque siège occupé par quelqu'un qui comptait, ou du moins qui se croyait important. Des partenaires d'affaires en costume italien, des politiciens qui lui devaient des faveurs, des femmes du monde dont le chagrin durait exactement le temps que les caméras étaient braquées sur elle. Je ne me sentais pas à ma place. Je le savais. Sophie s'était assurée de me le faire savoir chaque jour pendant les 16 dernières années. J'ai murmuré au cercueil, si doucement que personne ne pouvait m'entendre. « Pardon, papa, de ne pas être venu plus tôt. Pardon de l'avoir cru quand elle a dit que tu ne voulais plus me voir. » Mon cœur se serrait, et la douleur ancienne se mêlait à la nouvelle, celle de l'absence et celle de cette vie qui grandissait en moi, invisible et tellement réelle. Les lourdes portes de l'église en chêne dataient de 1892. Elles nécessitaient d'un réel effort pour s'ouvrir. C'est pour ça que j'ai remarqué le vieil homme avant tout le monde. Il était dans un fauteuil roulant, garé juste devant l'entrée, sous la pluie battante. Sa veste était déchirée au coude, ses chaussures dépareillées, l'une en cuir marron craquelé, l'autre une basket noire rafistolée avec du ruban adhésif. Ses mains étaient posées sur ses genoux, comme s'il s'excusait d'exister. J'ai vu Kevin, l'agent des pompes funèbres que Sophie avait engagé spécifiquement pour sa docilité, jeter un coup d'œil à l'homme et détourner délibérément le regard. J'ai vu 2 membres du conseil d'administration de Lefebvre Industries passer juste à côté de lui, assez près pour le toucher, sans jamais ralentir. J'ai vu le regard de Sophie glisser sur lui comme s'il était une fissure dans le trottoir, quelque chose à contourner et à oublier. Personne ne l'a aidé. Pas une seule personne sur 214. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal à cause du sol en pierre. Mon dos aussi, cette nouvelle douleur sourde qui avait commencé il y a 2 mois, une pression persistante qui me rappelait chaque jour que mon corps n'était plus seulement le mien. Sophie a remarqué mon mouvement. Elle était assise au premier rang, vêtue d'un tailleur Chanel noir qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois à l'hôpital. Ses cheveux étaient impeccables, son maquillage parfait. Tout chez Sophie Lefebvre était toujours parfait. Assiette, a-t-elle sifflé, à peine les lèvres bougeant. Je ne me suis pas assise. J'ai dépassé Sophie, les membres du conseil, les politiciens, les femmes du monde, et toutes ces personnes qui avaient regardé ce vieil homme sous la pluie et décidé qu'il ne valait pas l'effort. J'ai poussé ces lourdes portes de chêne, et la pluie m'a giflé le visage, froide et vive. « Entrez, monsieur », ai-je dit doucement. Je me suis placé derrière son fauteuil roulant et j'ai commencé à le pousser. Il y a de la place par ici. Ses vêtements sentaient la laine mouillée et autre chose, quelque chose de métallique, comme de vieilles pièces de monnaie. De près, j'ai vu que ses yeux étaient embués, ou du moins, ils en avaient l'air. Ses mains tremblaient légèrement sur ses genoux. « Merci, jeune femme », a-t-il dit. Sa voix était rugueuse, comme des graviers roulant sur une pente.
La plupart des gens ne font que passer. La plupart des gens ne font pas attention, ai-je répondu. Je l'ai conduit à un endroit libre près du dernier banc. J'ai mis le frein de son fauteuil roulant, puis j'ai enlevé mon propre manteau, le seul que je possédais, et je l'ai posé sur ses épaules mouillées. Je n'ai jamais eu le temps de retourner au cercueil. Le son est venu en premier, un craquement si aigu et soudain qu'il a rebondi sur les murs de pierre et les vitraux, restant suspendu dans l'air comme de la fumée. Puis la douleur. La main de Sophie s'est connectée à mon visage avec assez de force pour me faire tourner la tête. La bague en diamant de ma belle-mère a heurté mon os de la joue, et j'ai senti la peau se fendre, une fine ligne de sang chaud coulant jusqu'à ma mâchoire. L'église est devenue silencieuse. 214 personnes et pas un seul son. Pas un soupir, pas un murmure. Rien. Sophie se tenait au-dessus de moi, respirant difficilement, sa main toujours levée. Ses yeux étaient fous, mais sa voix était contrôlée, parfaitement adaptée à l'acoustique de la pièce. Tu déshonores cette famille aujourd'hui plus que jamais. Tu amènes un vagabond de la rue aux funérailles de ton père. J'ai touché ma joue. Mes doigts sont revenus rouges. J'ai regardé le sang un instant, puis Sophie, puis j'ai dit la seule chose qui me venait à l'esprit, doucement, sans colère, sans larmes. Il avait besoin d'aide. C'est tout. Personne ne m'a défendu. Personne ne s'est levé. Personne n'a dit un mot. 214 personnes ont regardé une femme enceinte se faire gifler aux funérailles de son père pour avoir aidé un vieil homme en fauteuil roulant, et chacune d'entre elles a choisi le silence. Je ne le savais pas encore, mais le vieil homme me regardait aussi, et ses yeux, derrière ses lentilles embuées, n'étaient pas embués du tout. Ce déposition de pierre dans le tribunal bondé faisait que mes mains tremblaient sous la table. Le juge Rousseau, une femme aux cheveux grisonnants et à l'expression imperturbable, me regardait parfois, et à chaque fois, je sentais mon cœur faire un bond, comme si elle pouvait lire mes pensées, mes peurs. L'avocat de Sophie, maître Dubois, ce grand homme aux yeux perçants, était en train de m'anéantir, phrase après phrase, mensonge après mensonge. Et Pierre, lui, continuait à dérouler son récit, implacable. A-t-elle jamais parlé d'un plan pour se réconcilier avec son père? A demandé maître Dubois. Elle disait qu'elle attendait le bon moment, a répondu Pierre, sa voix calme, sans la moindre trace d'hésitation. Elle voulait se rapprocher de la famille avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit. Elle disait que l'héritage était son plan B. Chaque mot était un mensonge, une trahison crasse. Ma bouche s'est ouverte, aucun son n'en est sorti. Je n'avais jamais parlé à Pierre de l'argent de mon père. À peine de mon père, d'ailleurs, parce que la douleur était trop profonde, trop intime, trop vive. Pierre le savait. Il m'avait tenu quand j'avais pleuré. Il avait vu cette unique photo sur ma table de chevet et m'avait demandé pourquoi je n'en avais qu'une. Et je lui avais dit que c'était tout ce que je pouvais supporter de regarder. Et maintenant, il était là, sous serment, transformant chaque moment privé en arme. « Monsieur Moreau, estimez-vous que la grossesse de mademoiselle Lefebvre était planifiée? » a poursuivi maître Dubois, une pointe de triomphe dans la voix. « Je pense qu'elle était stratégique, » a répondu Pierre. « Elle m'a dit qu'elle voulait avoir un bébé parce que cela générerait de la sympathie. Elle disait que les gens avaient une pitié des mères célibataires. » Un murmure a parcouru la salle d'audience. Je ne pouvais plus respirer. Je le voyais maintenant, ce fil invisible reliant Pierre à Sophie. De l'argent échangé en privé, des promesses faites dans des parkings. Mes moments les plus intimes achetés et remballés comme des preuves. Je voulais hurler, me lever et dire à chaque personne dans cette pièce que Pierre Moreau était un menteur et un lâche, et que la seule chose stratégique à propos de ma grossesse était d'y survivre seul. Mais la main de Bernard, mon avocat, a touché mon bras, juste assez pour dire « Pas encore ». Le juge Rousseau a prononcé une suspension d'audience. J'ai couru aux toilettes avant que les larmes ne viennent.
Je me suis enfermé dans une cabine et j'ai pleuré, la main sur la bouche pour que personne ne m'entende. Mon corps tremblait. Mon bébé a donné des coups plus forts cette fois, presque frénétiques, comme si le bébé pouvait sentir la douleur de sa mère et voulait combattre quiconque la causait. Hélène m'a trouvé. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est juste assise sur le sol de la salle de bain, à côté de sa meilleure amie, et m'a tenu jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Il ment, a dit Hélène finalement. Toute personne sensée dans cette pièce sait qu'il ment. Il sait tout de moi, Hélène, ai-je dit, la voix brisée. Chaque chose intime que je lui ai confiée. Il connaît l'ancienne Marie, celle qui ne possédait même pas la moitié de son courage. Hélène s'est reculée et m'a regardé. Il est temps de lui présenter la nouvelle. Le souvenir de cette gifle à l'église, le sang sur ma joue, 214 personnes qui n'ont rien fait. Je crois que c'est là que tout a basculé. Je ne le savais pas encore, mais le vieil homme au fauteuil roulant n'était pas un étranger. Pas vraiment. C'était Bernard Lambert, l'avocat de mon père, déguisé, testant tout le monde. Quelques jours plus tard, il s'est levé de ce fauteuil roulant et m'a appris que j'avais hérité d'un empire. Un empire de 500 milliards d'euros, toutes les entreprises, toutes les propriétés, chaque centime. Sophie, celle qui m'avait giflé, était sur le point de tout perdre ce qu'elle avait passé 16 ans à voler. Mais ça, ce n'est même pas le cœur de l'histoire. L'histoire, la vraie, c'est ce qui est arrivé après. Quand les personnes en qui j'avais le plus confiance se sont retournées contre moi. Quand mon propre ex-petit ami a menti sous serment pour me détruire. Et quand le piège d'un homme mort a attrapé chaque personne qui méritait de tomber. 16 ans plus tôt, j'avais 12 ans, je me tenais devant la tombe de ma mère, Catherine, à La Rochelle. Je tenais la main de mon père, Julien Lefebvre, si fort que mes phalanges étaient blanches. Maman avait été malade pendant 2 ans, un cancer des ovaires. Elle s'était battue comme elle faisait tout, tranquillement, obstinément, avec une grâce qui rendait les autres plus courageux juste en étant près d'elle. Elle a perdu la bataille un mardi d'octobre, quand les feuilles du verger de pommier derrière notre maison avaient exactement cette teinte dorée qu'elle disait être sa couleur préférée. Pendant 6 mois après les funérailles, il n'y a eu que papa et moi. Julien Lefebvre, l'homme qui avait bâti un empire de 500 milliards à partir de rien, qui dominait les conseils d'administration et terrorisait les concurrents, qui avait un jour dit à un sénateur de s'asseoir et d'arrêter de lui faire perdre son temps. Cet homme me préparait des crêpes affreuses tous les dimanches matins. Il me lisait des histoires le soir. Il me conduisait à l'école et venait me chercher, même lorsque son emploi du temps indiquait qu'il aurait dû être à Londres ou New York. Il n'était pas doué pour le chagrin. Il ne connaissait pas les mots justes, mais il était là, chaque jour. Il était là. Puis Sophie est arrivée. Elle est entrée dans nos vies comme un front chaud, tout soleil et douce brise. Elle était belle, 42 ans, ancienne agente immobilière avec un accent du sud de la France qui faisait que tout ce qu'elle disait sonnait comme un compliment, même quand ce n'était pas le cas. Elle riait aux mauvaises blagues de papa. Elle m'apportait des cadeaux. Elle cuisinait des repas bien meilleurs que tout ce que papa et moi avions réussi à faire seuls. Ils se sont mariés 11 mois après la mort de maman. J'étais la petite demoiselle d'honneur. Je portais une robe blanche et j'ai souri pour les photos parce que mon père me l'avait demandé et parce que je voulais qu'il soit heureux. Même si quelque chose dans mon estomac me semblait faux, comme avaler une pierre qui ne voulait pas descendre. Les changements sont venus lentement, si lentement que je ne les ai pas reconnus comme des changements du tout, avant des années plus tard, quand je pouvais regarder en arrière et voir le modèle comme une traînée de miettes de pain menant à une forêt sombre. D'abord, ma chambre a déménagé. Sophie a dit que l'aile principale avait besoin d'un salon, et ma chambre, celle avec la fenêtre donnant sur le verger de pommiers, était juste parfaite. J'ai déménagé dans la plus petite chambre au 3e étage. Sophie a promis de la décorer magnifiquement, ou elle ne l'a jamais fait. Puis les photographies ont disparu. Je suis rentré de l'école un jour et toutes les photos de Catherine avaient disparu.
Sophie a expliqué qu'elle les avait fait stocker professionnellement pour les protéger des dommages du soleil. Je ne les ai plus jamais revus. Puis les lettres ont commencé, ou plutôt, les lettres ont cessé d'arriver. Ce que je n'allais pas apprendre avant 16 ans, c'est que Sophie interceptait tout. Chaque mot que papa essayait de laisser sur mon oreiller, chaque message qu'il envoyait pour me demander comment s'était passée ma journée, chaque carte d'anniversaire, chaque lettre de Noël, chaque tentative qu'il faisait pour traverser la distance croissante entre nous. Sophie les attrapait toutes. Elle les remplaçait par le silence, et le silence, quand il vient de la personne que vous aimez le plus, est plus fort que n'importe quel cri. Pour moi, c'était un abandon. Mon père a cessé de me parler, a cessé de me poser des questions sur l'école et cessé de se montrer. Je ne savais pas qu'il m'écrivait des lettres chaque semaine que Sophie cachait dans un tiroir verrouillé de son bureau. Je ne savais pas qu'il demandait à Sophie chaque soir comment j'allais et Sophie disait toujours la même chose. Elle va bien, Julien. Elle a juste besoin d'espace, tu sais comment sont les adolescents. À moi, Sophie racontait une autre histoire. Ton père est très occupé, ma chérie. Il a des responsabilités. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il laisse tout tomber pour toi. C'est égoïste. Puis, plus doucement, plus mortellement, ta mère ne voudrait pas que tu sois un fardeau. J'ai cessé d'attendre le téléphone, cessé d'espérer un coup à la porte de ma chambre, cessé de m'attendre à voir le visage de mon père à la table du petit déjeuner. Je suis devenu invisible dans ma propre maison, un fantôme traversant des couloirs qui résonnaient autrefois de mes rires, maintenant silencieux, à l'exception du bruit des talons de Sophie sur les sols en marbre. Je suis parti à 18 ans. J'ai fait une valise. Je n'ai pas dit au revoir à Sophie. Je suis allé au bureau de mon père pour lui dire au revoir, mais l'assistante de Sophie a dit qu'il était en réunion. Il ne l'était pas. Il était assis à son bureau, attendant, espérant que je viendrais. Sophie avait dit à l'assistante de me refuser l'entrée. Je me suis mise à l'école d'infirmière, 2 emplois, des prêts étudiants qui semblaient des montagnes. Un appartement d'une chambre au-dessus d'une boulangerie dans le quartier populaire de La Rochelle, avec des carreaux fissurés et un robinet qui fuyait si on le laissait couler trop longtemps. Je gardais une photo de mes parents sur ma table de chevet, celle où j'étais sur les épaules de mon père dans le verger de pommiers, tous les deux riants, tous les deux entiers. Je n'avais pas parlé à Julien depuis 4 ans quand l'appel est arrivé. Mon téléphone a sonné à 3h17 du matin. Un numéro inconnu. La voix d'un homme que je ne reconnaissais pas, professionnelle et prudente. Mademoiselle Lefebvre, j'appelle de l'hôpital de Nantes. Votre père a subi un incident cardiaque ce soir. Je suis désolé de vous informer qu'il est décédé à 2h du matin. Je me suis assise au bord de mon lit dans le noir et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Il y avait un mur en moi qui se construisait depuis 16 ans, brique par brique, et pleurer aurait signifié admettre que derrière ce mur se cachait une petite fille qui avait attendu que son père vienne la chercher. Il ne l'avait jamais fait, et maintenant il ne le ferait jamais. Du moins, c'est ce que je croyais. La lecture du testament était prévue 2 jours après les funérailles, non pas par tradition, mais parce que Julien Lefebvre n'avait jamais cru à la perte de temps. Il disait que l'attente rend les gens mous, leur fait oublier ce qu'ils veulent vraiment. La notification est arrivée par email, même message pour tout le monde. Une adresse dans l'est de Nantes, 1 heure et une seule ligne indiquant « La présence est obligatoire pour la vérification des réclamations ». Le cabinet d'avocats Lambert et Associés occupait le dernier étage d'une maison de ville rénovée, mais qui sentait encore l'histoire. Le cirage du bois, le vieux papier et le léger fantôme de fumée de cigare d'une autre époque. La salle de conférence avait une longue table en acajou avec des dossiers placés à chaque siège, noms imprimés en caractères nets et noirs. Sophie est arrivée 20 minutes en avance. Elle le faisait toujours. Le contrôle commençait par être la première, choisir le siège, donner le ton, obliger tout le monde à s'adapter à elle. Elle portait du gris au lieu du noir, car le deuil était terminé,
et le positionnement avait commencé. Son nouvel avocat, un homme mince du nom de Maître Dubois qui parlait trop et facturait trop peu, portait 3 classeurs de requêtes légales pré-préparés. Sophie était prête pour ce jour depuis 3 ans. Je suis arrivé doucement, dans la même robe noire que pour les funérailles, bien que j'ai réussi à laver le sang du poignet où mes ongles s'étaient enfoncés dans ma paume après la gifle. La contusion sur ma joue était passée du rouge vif à un jaune-brun terne. Je n'avais pas pris la peine de me maquiller. J'ai pris mon siège à l'extrémité de la table, les mains jointes. Je n'ai pas regardé Sophie, je n'ai regardé personne. Mes yeux se sont posés sur une citation encadrée sur le mur derrière la chaise principale. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Les mots de mon père, je les ai reconnus instantanément. Il me disait ça quand j'étais petite, quand je lui demandais pourquoi il donnait toujours un pourboire supplémentaire à la serveuse ou s'arrêtait pour aider des inconnus à changer des pneus crevés. Parce que personne ne regarde, Marie, et c'est là que ça compte. La salle s'est remplie. Philippe Leroytien, le directeur financier de Lefebvre Industries, a pris place près du milieu. 2 membres du conseil d'administration chuchotaient près de la machine à café. Maître Dubois organisait ses classeurs. Sophie lissait sa jupe et attendait. Puis la porte s'est ouverte et le monde a basculé sur son axe. Le vieil homme des funérailles est entré. Pas de fauteuil roulant, pas de veste déchirée, pas de chaussures dépareillées. Il se tenait droit, grand, se déplaçant avec le genre d'autorité délibérée qui vient de décennies passées à être la personne la plus puissante de n'importe quelle pièce où il entrait. Il portait un costume anthracite qui lui allait comme s'il était né sur son corps. Ses yeux étaient vifs, clairs et parfaitement concentrés. La pièce est devenue morte de silence. Il a posé une mince mallette au bout de la table et a regardé la pièce avec une expression qui était à la fois patience et mépris. « Mon nom est Bernard Lambert », a-t-il dit. Sa voix n'était plus rugueuse. Elle était lisse, précise, une voix qui avait plaidé des affaires devant la Cour de cassation et ne s'était jamais élevée au-dessus d'un ton de conversation. « Je suis l'exécuteur testamentaire principal de l'héritage de Julien Lefebvre. Je m'excuse pour le théâtre aux funérailles, mais le théâtre était nécessaire. » Le visage de Sophie a traversé 3 expressions en 2 secondes. Confusion, reconnaissance, pure. Maître Dubois a laissé tomber son stylo. Il a roulé sous la table et il ne l'a pas ramassé. Bernard a continué sans attendre que la pièce se remette. Il y a 14 mois, Julien Lefebvre est venu à mon bureau et m'a demandé de concevoir un test. Pas d'intelligence, pas de sens des affaires, pas de loyauté, parce que la loyauté peut être achetée et il le savait mieux que quiconque. Il a marqué une pause, un test de caractère. Il a ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvaient des dossiers identiques à ceux déjà sur la table, mais plus épais, plus lourds. Monsieur Lefebvre croyait que le caractère se révélait le plus clairement lorsqu'il n'y avait pas de récompense en vue, lorsque la gentillesse vous coûtait quelque chose, lorsque la personne que vous aidiez ne pouvait absolument pas vous rendre l'appareil. Il m'a regardé, je l'ai regardé en retour et quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. Pas de peur, pas de confusion, quelque chose de plus profond, le sentiment d'être vraiment vu pour la première fois en 16 ans. « Aux funérailles », a dit Bernard, je suis resté dans un fauteuil roulant devant l'église pendant 45 minutes. J'étais vêtu de vêtements déchirés. J'avais l'air âgé et infirme. 197 personnes sont entrées dans cette église. Beaucoup d'entre elles sont dans cette piste en ce moment. Il a marqué une pause, laissant le silence faire son travail. Une personne s'est arrêtée. Une personne a quitté son siège près du cercueil de son père, a dépassé chaque personne qui m'a ignoré, a ouvert la porte, m'a fait entrer et m'a donné son propre manteau. Elle a été giflée pour l'avoir fait et elle n'a toujours pas repris le manteau. Mon souffle s'est coupé. Ma main a instinctivement bougé vers ma joue où la contusion s'estompait encore. Bernard a fait glisser un seul document sur la table. Pas à Sophie, à moi.
Ceci est le dernier testament de Julien Lefebvre, exécuté il y a 14 mois et attesté par 3 parties indépendantes. J'ai ramassé le document. La première ligne n'était pas un montant en euros. C'était une phrase écrite à la main de mon père, tremblante, scannée dans le dossier officiel. Si vous lisez ceci, alors quelqu'un a choisi la gentillesse quand il aurait été plus facile de détourner le regard. Cette personne est ma fille, et elle vient d'hériter de tout. J'ai lu et relu. Les mots ne changeaient pas, mais la pièce autour de moi, si. Je pouvais la sentir bouger, comme des plaques tectoniques sous une ville qui pensait être sur un terrain solide. Tout. Chaque entreprise, chaque propriété, chaque compte, chaque brevet, chaque marque, chaque participation, chaque bien immobilier, chaque euro de l'empire de 500 milliards d'euros que Julien Lefebvre avait passé 40 ans à bâtir. Tout m'appartenait désormais. Sophie a hurlé. Pas un soupir, pas une exclamation, un hurlement, brut et primal, arraché de quelque part au plus profond d'une femme qui avait passé 16 ans à construire avec soin une forteresse de contrôle et venait de la voir s'effondrer en 12 secondes. Maître Dubois a cherché son téléphone. Philippe Leroy est devenu pâle. Les membres du conseil d'administration se sont regardés comme des hommes regardant un immeuble s'effondrer. J'ai levé les yeux du papier. Mes mains tremblaient, ma voix était à peine un murmure. Je ne comprends pas. Il ne m'a presque jamais parlé. L'expression de Bernard s'est adoucie à peine, juste assez pour que je voie quelque chose d'humain derrière ses yeux vifs. Il m'a parlé de vous chaque semaine pendant 16 ans, Marie. Il savait exactement ce qu'on vous faisait et il a passé les 3 dernières années de sa vie à s'assurer absolument qu'à sa mort, la vérité éclaterait et que vous obtiendriez tout ce que vous méritez. La voix de Sophie a transpercé comme une lame. C'est une fraude. C'est une coercition. Mes avocats vont déchiqueter ça. Bernard ne l'a pas regardé. Il me regardait toujours. Vos avocats sont les bienvenus, Madame Lefebvre, mais je dois vous dire que votre mari l'avait également anticipé. Il a tout anticipé. La lecture du testament s'est terminée. Sophie est sortie en trombe. Maître Dubois l'a poursuivi. Philippe Leroy a passé 3 appels avant d'atteindre l'ascenseur. Je suis resté seul dans la salle de conférence pendant 20 minutes, tenant le document, relisant l'écriture de mon père encore et encore, jusqu'à ce que les mots se brouillent. Bernard m'attendait dans le couloir. Quand je suis finalement sorti, il m'a tendu une carte de visite. Nous devons parler bientôt. Il y a des choses que vous devez comprendre avant que Sophie ne fasse son prochain mouvement. J'ai pris la carte. Quel genre de choses? Le genre qui déterminera si vous gardez ce que votre père vous a laissé ou si vous le perdez dans le mois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans mon petit appartement au-dessus de la boulangerie, les documents étalés sur ma table de cuisine à côté d'une tasse de thé qui avait refroidi des heures auparavant. J'ai lu chaque page. Les chiffres étaient incompréhensibles. Société écran, holding, trust imbriqué dans des trusts, couche d'architecture financière qui ressemblait à un labyrinthe conçu par quelqu'un qui s'attendait à ce que les gens s'y perdent. Mon téléphone a vibré constamment. Des numéros que je ne reconnaissais pas, des emails de personnes qui ne m'avaient jamais répondu auparavant, membres du conseil, avocats, journalistes. J'ai tout ignoré. J'ai appelé Hélène à la place. « Alors, tu es milliardaire maintenant ?» a dit Hélène. « Je crois, » ai-je répondu. « Je ne comprends pas vraiment comment ça marche. » « Ça marche comme ça. Tu payes le dîner demain. Je veux du homard. 2 homards et 1 homard en accompagnement. Et un de ces gâteaux au chocolat coulant qui coûtent 40 € sans raison. » J'ai presque ri. Presque. « Hélène, » ai-je dit, ma voix étranglée, « j'ai peur. » Silence au bout du fil, puis la voix d'Hélène, plus douce maintenant. « Je sais, chérie, mais tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et tu m'as. Et tu as cette petite fille qui va arriver au monde avec la maman la plus badass de la planète.
Je n'ai parlé de bébé à personne. Je sais, mais tu le feras quand tu seras prête. J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a bougé, un léger frémissement, comme des ailes de papillon. Le lendemain matin, la destruction a commencé. Je suis rentré après une garde de 12 heures à l'hôpital pour trouver un avis d'expulsion scotché à ma porte. 72 heures pour libérer les lieux. Aucune explication, aucune négociation, aucun appel. Le bâtiment avait été acheté 3 semaines plus tôt par une entreprise appelée Dubois Propriété SAS. Je n'ai pas eu besoin de chercher qui en était la propriétaire. Je me suis assis sur mon lit et j'ai lu l'avis 4 fois. 5 mois de grossesse, 800 € d'économie, nulle part où aller. Le lendemain matin, j'ai été appelé au bureau de ma supérieure à l'hôpital. Madame Chen, qui m'avait embauché il y a 3 ans et m'avait dit un jour que j'étais la meilleure infirmière de l'étage, était assise derrière son bureau avec une expression qui donnait l'impression que quelqu'un était mort. « Marie, je suis désolé. Nous avons dû procéder à des coupes budgétaires. Votre poste a été supprimé. » Je l'ai regardé. Mon poste, le poste d'infirmière de nuit aux urgences qui est chroniquement en sous-effectif depuis 2 ans. Madame Chen ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je suis désolé. Je suis sorti du bureau et j'ai traversé le hall principal de l'hôpital. Sur le mur des donateurs, brillant en lettres de bronze brossées, il y avait un nouveau nom, Sophie Lefebvre. Une contribution de 2 millions d'euros, datée 3 jours avant l'annonce de la restructuration. Expulsée, licenciée, 5 mois de grossesse. En 48 heures, Sophie avait systématiquement démantelé chaque morceau de stabilité que j'avais construit au cours de la dernière décennie. Mais Sophie n'avait pas fini. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Je l'ai ouverte, m'attendant à Hélène. À la place, j'ai trouvé Pierre Moreau dans le couloir, tenant des fleurs et avec l'expression d'un homme qui avait pratiqué son air sincère devant le miroir. Pierre, l'homme que j'avais aimé pendant 2 ans. L'homme que j'avais appelé à 11 heures du soir, tremblante, terrifié de lui dire que j'étais enceinte. L'homme qui avait conduit jusqu'à mon appartement, s'était assis dans ma cuisine, m'avait regardé dans les yeux et avait dit « Je n'ai pas signé pour ça, Marie. Ce n'est pas ce que je veux. » Puis il était parti, avait pris sa voiture, n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message, ne s'était pas présenté à ma première échographie, seul serrant l'accoudoir de la chaise et essayant de ne pas pleurer quand le technicien m'avait demandé si le père voulait voir l'écran. Maintenant, il était là, des fleurs et du parfum et ce sourire calculé. « Marie, a-t-il dit, s'avançant, j'ai entendu parler des funérailles de ton père. Je suis tellement désolé. »« Qu'est-ce que tu veux, Pierre? » »« J'ai fait une erreur, une terrible erreur. J'ai paniqué. Le bébé, la responsabilité. Ça m'a dépassé, mais j'ai réfléchi et je veux être là pour toi et le bébé. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la façon dont ses yeux papillonnaient quand il a dit « ton père ». La légère pause avant erreur, comme s'il choisissait le mot avec soin au lieu de le ressentir. Il ne savait pas que j'étais expulsé. Il ne savait pas que j'avais été licencié. Il savait pour le testament. Tout le monde savait pour le testament. « Pierre, ai-je dit, tu m'as laissé sur un parking. Tu as dit, et je cite, « Je n'ai pas signé pour ça. » Tu m'as regardé pleurer et tu es parti. Et maintenant, tu te présentes avec des fleurs de supermarché parce que tu as entendu dire que mon nom de famille vaut quelque chose? Marie, ce n'est pas juste. La porte est derrière toi. Il a tendu la main vers moi pour ma main. Je me suis reculé. Il a ouvert la bouche pour argumenter. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Je me suis tenu le dos contre elle jusqu'à ce que j'entende ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis je me suis glissé au sol. À 2 heures du matin, je me suis assis sur le sol de ma salle de bain, les genoux repliés contre ma poitrine, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. J'avais perdu ma maison. J'avais perdu mon emploi. Le père de mon bébé était un lâche qui ne se montrait que quand il y avait quelque chose à gagner.
Mon père était mort, ma belle-mère détruisait systématiquement ma vie et 500 milliards d'euros dormaient sur des comptes auxquels je n'avais pas encore accès, que je ne pouvais pas utiliser, qui ne me nourrissaient pas. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré à travers mes larmes. Je ne sais pas comment faire. Le bébé a donné un léger coup, comme une petite main qui repoussait la mienne, disant « Je suis là, tu n'es pas seul ». Sophie a agi vite. Moins d'une semaine après la lecture du testament, elle a déposé une contestation juridique officielle. Elle a engagé Maître Dubois, un avocat d'affaires avec 40 ans d'expérience et une réputation de gagner des affaires qui aurait dû être intenable. Gerald, son avocat précédent, a été renvoyé par un appel téléphonique qui a duré 11 secondes. La contestation reposait sur 3 piliers. Premièrement, que j'avais été éloigné de Julien pendant des années et que le testament représentait donc une décision émotionnellement manipulée. Deuxièmement, que je n'avais aucune expérience commerciale et étais inapte à gérer un empire de 500 milliards d'euros. Troisièmement, et c'était la lame que Sophie aiguisait en privé, que Bernard Lambert avait exercé une influence indue sur un homme mourant. L'audience était prévue devant le juge Rousseau, 63 ans, 28 ans sur le banc, connu pour 2 choses, une équité absolue et une intolérance absolue au théâtre. Elle avait une fois condamné un PDG de Fortune 500 pour avoir vérifié son téléphone pendant un témoignage. C'était exactement le genre de juge que Sophie aurait dû craindre. La salle d'audience était debout, les caméras de télévision alignées au fond. Les journalistes remplissaient la galerie. C'était le plus grand litige successoral de l'histoire de la région. Tout le monde voulait le voir brûler. Je me suis assise à la table de l'accusation avec Bernard à mes côtés. Je portais une robe bleu marine qu'Hélène m'avait aidé à choisir, assez modeste pour le tribunal, assez ample pour cacher ma grossesse que je n'avais toujours pas reconnue publiquement. Mes mains étaient posées sur la table. J'avais l'air calme. Je ne l'étais pas. Sophie était assise en face, dans un tailleur crème, ses cheveux tirés en arrière dans un style qui réussissait à paraître à la fois élégant et sympathique. Maître Dubois était assis à ses côtés, organisé et patient, un homme qui comprenait que les batailles judiciaires ne se gagnaient pas avec des explosions, mais avec des charges soigneusement placées qui détonnaient longtemps après avoir été posées. Maître Dubois a présenté son dossier méthodiquement. Il m'a dépeinte comme une opportuniste, une femme qui avait abandonné son père, n'avait pas construit de relation avec l'entreprise familiale et était maintenant sur le point d'hériter d'un empire qu'elle ne savait même pas épeler et encore moins gérer. Il a cité mon salaire d'infirmière, mon petit appartement, mon manque de toute expérience en entreprise. Il a fait en sorte que cela semble raisonnable. C'est ce qui le rendait dangereux. Puis il a appelé son témoin surprise. J'ai entendu le nom avant de voir le visage. La défense appelle Pierre Moreau. Mon sang s'est glacé. Pierre s'est dirigé vers la barre des témoins dans un costume que je ne l'avais jamais vu porter. Il a prêté serment. Il s'est assis. Il ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Les questions de Maître Dubois étaient précises. Monsieur Moreau, depuis combien de temps étiez-vous en relation avec Mademoiselle Lefebvre? 2 ans. Pendant cette période, a-t-elle déjà discuté de l'héritage de son père avec vous? Fréquemment, elle parlait beaucoup de l'argent. Elle disait toujours qu'elle méritait plus de lui. Elle disait qu'un jour tout lui appartiendrait. C'était donc ça. J'ai cru que j'allais vomir. Commentaire personnel de l'auteur. Alors, j'arrête la narration 1 minute. On vient de vivre ça, et franchement, ça me laisse sans voix. La trahison de Pierre, la mesquinerie de Sophie, le piège que Julien a tendu, c'est à la fois horrible et d'une intelligence diabolique. C'est le genre de situation où tu te dis, dans quel monde on vit? Je veux dire, on parle de milliards, mais au fond, c'est l'histoire d'une gamine qui a été ignorée, manipulée, et dont le seul tort est d'avoir été gentille une fois. Ça montre à quel point l'argent peut révéler le pire chez les gens, mais aussi, paradoxalement,
le meilleur. Julien a eu le courage de voir au-delà. Et Marie, eh bien, elle est en train de se battre sur tous les fronts avec une dignité qui me laisse pantois. Et ça, ce n'est pas juste une histoire de riche, c'est une histoire humaine. C'est le genre de chose qui te fait te demander si tu es capable de te relever quand on te pousse si loin. Mais bon, assez de mes divagations. Retour à l'action. Parce que ça ne fait que commencer et la vraie riposte arrive. Quand l'audience a repris, Bernard Lambert a pris la barre. Il s'est déplacé lentement, délibérément. Il s'est assis dans le fauteuil du témoin, comme un homme s'installant dans un fauteuil préféré, à l'aise et sans hâte. Maître Dubois le regardait attentivement, comme un joueur d'échecs observant un adversaire qui n'a pas encore fait d'erreur. Mon avocate, Maître Chevalier, que Bernard avait personnellement sélectionné, a commencé l'interrogatoire. Monsieur Lambert, depuis combien de temps connaissiez-vous Julien Lefebvre? 43 ans. Nous nous sommes rencontrés en 1941. J'étais procureur fédéral. Il était un entrepreneur de 26 ans qui n'avait pas les moyens de se payer un avocat. J'ai pris son dossier pro bono parce que je croyais en ce qu'il construisait. Je n'ai jamais cessé de croire. Dans les mois précédant son décès, M. Lefebvre a-t-il discuté de son plan successoral avec vous? De manière approfondie. Comment ça, 14 mois avant son décès, nous nous rencontrions chaque semaine, parfois plus. Il était très clair sur ce qu'il voulait et pourquoi il le voulait. Pouvez-vous décrire la nature de ces conversations? Bernard a marqué une pause. Quand il a parlé, sa voix était différente, plus douce. La voix d'un homme qui avait perdu son meilleur ami. Julien savait qu'il était en train de mourir. Ses médecins lui avaient donné 18 mois. Il a utilisé chaque jour. Il m'a dit que le plus grand regret de sa vie était de ne pas s'être battu plus fort pour sa fille. Il m'a dit que Sophie avait passé 16 ans à construire un mur entre eux et qu'au moment où il a compris ce qui se passait, le mur était trop haut pour être escaladé. A-t-il fourni des preuves de cela? Oui. Bernard a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents qui semblaient avoir été organisés par quelqu'un qui s'attendait à ce qu'ils soient contestés, car ils l'avaient été. Au cours de 14 mois, Julien Lefebvre a compilé un dossier complet des activités de Sophie Lefebvre. Il a engagé des détectives privés. Il a fait appel à des experts comptables légistes. Il a tout documenté. Maître Chevalier s'est tourné vers le juge. Votre honneur, nous souhaiterions verser les pièces A à M au dossier. Maître Dubois s'est levé. Objection! Nous n'avons pas eu le temps d'examiner ces documents. Le juge Rousseau l'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous avez eu le temps de faire apparaître un témoin surprise pour la plaignante, Maître Dubois. Je pense que nous pouvons trouver le temps pour quelques documents. Objection rejetée. Les écrans de la salle d'audience se sont allumés. Ce qui est apparu était dévastateur. 16 ans de communication interceptée. Des lettres que Julien m'avait écrites, récupérées dans un tiroir verrouillé du bureau de Sophie. Des messages textes supprimés du téléphone de Julien, récupérés à partir de sauvegarde cloud dont Sophie ignorait l'existence. Des emails entre Sophie et un conseiller privé qu'elle avait engagé non pas pour m'aider, mais pour lui donner des conseils sur la façon d'approfondir l'éloignement. La salle d'audience est devenue silencieuse. Non pas le silence poli d'une suspension, mais le silence lourd, suffocant, des gens réalisant qu'ils avaient assisté à un crime se déroulant pendant 16 ans sans jamais le remarquer. Puis les registres financiers. 47 millions d'euros systématiquement détournés de Lefebvre Industries par un réseau de sociétés écrans, toutes enregistrées sous le nom de jeune fille de Sophie. Des virements bancaires vers des comptes offshore. Des achats immobiliers dans 3 régions. Un jet privé loué par une société qui n'existait que sur le papier. Le nom de Philippe Leroy est apparu sur 17 des documents. Il avait contresigné des virements, approuvé des budgets qui n'existaient pas, créé des comptes fournisseurs fictifs. Le directeur financier de Lefebvre Industries était le complice de Sophie depuis plus d'une décennie. Maître Dubois était debout. Ces documents ne sont pas vérifiés.
C'est une diffamation. Bernard n'a pas élevé la voix. Il ne le faisait jamais. Ils ont été vérifiés par 3 cabinets d'experts comptables légistes indépendants, Maître Dubois. Leurs rapports sont inclus dans les pièces. Ils ont également été examinés par le procureur général de Bretagne, qui a ouvert une enquête préliminaire. Le visage de Sophie a perdu toute couleur. Elle a saisi le bras de Maître Dubois. Il l'a repoussé. Puis Bernard a joué l'enregistrement. Les haut-parleurs de la salle d'audience ont crépité et la voix de Julien Lefebvre a rempli la pièce. Fatiguée, triste, mais ferme. Sophie me vole depuis des années. Elle a détruit ma relation avec ma fille. Elle a intercepté mes lettres. Elle a supprimé mes messages. Elle a monté mon propre enfant contre moi en faisant croire à Marie que je ne m'en souciais pas. Je n'avais pas la force de la combattre ouvertement. Le cancer se propageait déjà quand j'ai compris ce qu'elle avait fait. Alors je vais m'assurer qu'à ma mort, la vérité éclate et que Marie obtienne tout. Parce que Marie est la seule personne dans ma vie qui m'a jamais aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Il y a eu une longue pause. J'étais assise immobile, les larmes coulant sur mon visage, mes mains serrant le bord de la table. Si tu entends ça, Marie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû être plus fort. J'aurais dû me battre pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Et s'il te plaît, ne laisse pas Sophie prendre une chose de plus à cette famille. L'enregistrement s'est terminé. La salle d'audience est restée silencieuse pendant 11 secondes. Je les ai comptés sans le vouloir. Sophie s'est levée. C'est fabriqué. Ce n'est pas sa voix. Ce n'est pas réel. Bernard l'a regardé. Il a été enregistré dans mon bureau le 14 mars de l'année dernière. Il a été certifié par 3 analystes audiolégistes indépendants. Et Madame Lefebvre, il y a 14 autres enregistrements. Voudriez-vous que je les joue tous? Le juge Rousseau n'a pas attendu de réponse. Elle a frappé son marteau une fois. La contestation du testament de Julien Lefebvre est rejetée. Le testament original est maintenu tel qu'écrit. Mademoiselle Lefebvre hérite de l'intégralité de l'héritage. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai juste respiré. 3 semaines de paix, c'est ce que j'ai eu. 21 jours qui m'ont semblé remonter à la surface après des années de noyade. J'ai emménagé dans un appartement bourgeois au centre de Nantes. Pas le manoir Lefebvre, pas le domaine avec ses 12 hectares et ses piliers coloniaux et ses pièces remplies des meubles de Sophie. Je n'étais pas prête pour ça. J'ai choisi une maison de ville de 3 chambres, dans une rue bordée d'arbres, assez proche de l'hôpital où je travaillais pour que je puisse passer devant et me souvenir de qui j'étais avant tout cela. Bernard est devenu mon guide. Chaque matin à 8 heures, il arrivait avec du café et une pile de dossiers, et nous nous asseyions à ma table à manger pendant qu'il m'expliquait l'architecture de l'empire de mon père. Lefebvre Industries n'était pas une entreprise. C'était 237 entreprises réparties dans 14 industries, opérant dans 31 pays. Immobilier, technologie, fabrication, santé, énergie, chacune une pièce de puzzle dans une mosaïque que seul Julien n'avait jamais vue entière. Votre père n'a pas construit une entreprise, m'a dit Bernard un matin. Il a construit une ville, et vous êtes la mère maintenant. Ma première réunion de conseil d'administration a été terrifiante. J'étais assise dans sa chaise de mon père, à la tête d'une table entourée de gens plus âgés, plus riches et plus expérimentés que moi. Je pouvais sentir leur scepticisme comme une humidité, lourde et inévitable. Je n'ai pas prétendu être quelque chose que je n'étais pas. Je ne connais pas encore cette entreprise, ai-je dit. Je le sais, mais je connais les gens. J'ai passé 10 ans en tant qu'infirmière. Et la chose avec les soins infirmiers, c'est que vous apprenez très vite qui est honnête avec vous et qui joue un rôle. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais apprendre. Je vais écouter. Et je vais poser des questions qui pourraient vous sembler élémentaires. Mais je vous promets ceci. Je ne prendrai pas de décision que je ne comprends pas. Et je ne ferai pas semblant de comprendre quelque chose que je ne comprends pas.
La pièce était silencieuse. Puis Bernard, debout près du fond, a commencé à applaudir lentement. D'autres l'ont rejoint. Ma première action exécutive a été de réintégrer 400 employés que Sophie avait licenciés pour gonfler les bénéfices trimestriels. J'ai appelé chaque département personnellement. Une ouvrière d'une chaîne de montage de l'usine de Saint-Nazaire a pleuré au téléphone. Ma fille me demandait chaque soir quand j'allais reprendre le travail. Je ne savais pas quoi lui dire. Dites-lui lundi, ai-je dit. C'est qui comment Edwin t'a appelé ce soir-là? Alors, comment s'est passé ton premier jour en tant qu'impératrice de l'univers? Épuisant. J'ai fait pleurer une femme de la comptabilité parce que je lui ai dit qu'elle n'allait pas être licenciée. Tu vois, tu es déjà meilleure que Sophie. Elle faisait pleurer les gens pour la raison inverse. C'est un progrès. J'ai ri, un vrai rire, profond et inattendu. Ça m'a fait l'effet de trouver une pièce dans ma maison dont j'avais oublié l'existence. J'ai fait mon échographie des 6 mois avec Hélène à mes côtés. Le technicien a déplacé la sonde sur mon ventre et elle était là, sur l'écran, une petite fille, doigts et orteils, et un battement de cœur qui remplissait la pièce comme un petit tambour. Hélène a tenu la photo de l'échographie à la lumière. Elle a déjà ton visage têtu. Elle a ton attitude. Regarde ce petit point. C'est ma filleule. Elle est venue au monde prête à se battre. J'ai mis la photo dans mon portefeuille, juste à côté de la photo de mes parents dans le verger de pommiers. 2 générations de femmes Lefebvre. Une qui était perdue, une qui a survécu et une qui était en chemin. Les investisseurs se sont stabilisés. Les marchés ont réagi positivement au changement de direction. Les nouvelles locales ont publié un article intitulé « L'infirmière qui a hérité d'un empire et a choisi la compassion ». Je l'ai lu au lit cette nuit-là, mangeant de la glace directement du carton, et pour la première fois depuis les funérailles, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Je n'aurais pas dû. L'appel est arrivé un mardi, 3 semaines et 2 jours après la décision du tribunal. J'étais dans l'ancien bureau de mon père, examinant des propositions budgétaires, quand Bernard est entré sans frapper. Il n'entrait jamais sans frapper. « Nous avons un problème », a-t-il dit. Philippe Leroy n'avait pas chômé. Le directeur financier avait passé les 3 dernières semaines à construire un dossier, tranquillement, méthodiquement, avec l'énergie désespérée d'un homme qui sait que si les experts comptables légistes creusent assez profondément, il passera le reste de sa vie en prison. Il avait soudoyé un médecin de l'hôpital de Nantes pour produire des dossiers médicaux falsifiés, suggérant que Julien Lefebvre avait souffert d'un grave déclin cognitif dans les mois précédant sa mort. Il avait convaincu 3 membres du conseil d'administration, des hommes qui devaient leur position au patronage de Sophie, de se joindre à un coup d'État interne, et il avait préparé une motion pour un vote d'urgence visant à me destituer en tant qu'exécutrice, en attendant un examen de compétence du testament. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que quelqu'un, et Bernard ne pouvait pas encore prouver qui, avait divulgué mes dossiers médicaux du plan de santé de l'entreprise auquel j'avais adhéré après avoir pris le contrôle. Ma grossesse était désormais de notoriété publique. J'ai vu le titre sur mon téléphone avant que Bernard ne puisse me le dire. Héritière Lefebvre, enceinte et seule. Est-elle apte à diriger un empire de 500 milliards? L'article était dévastateur. Non pas parce qu'il disait quoi que ce soit d'explicitement cruel, mais parce qu'il disait tout implicitement. Célibataire, père non mentionné, vulnérabilité émotionnelle, prise de décision à haut risque. Il dressait le portrait d'une femme dépassée, noyée dans les hormones et le sentimentalisme, incapable de gérer un stand de limonade, et encore moins une entreprise mondiale. Mon téléphone a vibré. Sophie. J'ai répondu sans réfléchir. Chérie, la voix de Sophie était chaleureuse, concernée, dégoulinante du genre d'attention fabriquée qu'elle avait perfectionnée pendant 16 ans. Je viens de voir les nouvelles. Je suis tellement inquiète pour toi. Une mère célibataire essayant de diriger une entreprise de cette taille. C'est trop pour n'importe qui et encore moins pour quelqu'un dans ton état.
Ton père aurait voulu ce qu'il y a de mieux pour le bébé. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Sophie a rappelé. Je n'ai pas répondu. Mais les dégâts étaient faits. La réunion du conseil d'administration cet après-midi-là a été un bain de sang. Philippe a présenté ses preuves avec la précision calme d'un homme qui avait répété chaque mot. Les dossiers médicaux, le récit du déclin cognitif, ma grossesse, mon manque d'expérience. Il a présenté cela comme une préoccupation. Nous n'essayons pas de destituer Marie de façon permanente. Nous demandons simplement une période d'examen temporaire pour nous assurer que l'entreprise est protégée pendant cette transition. Le vote a été de 7 à 5 contre moi. La sécurité m'a escorté hors du bâtiment de mon père. Je me suis tenu sur le trottoir, enceinte de 8 mois, tenant un carton d'effets personnels. La citation encadrée du bureau de mon père, le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, est tombée du carton et le verre s'est fissuré sur le béton. Je suis resté là longtemps, regardant le verre brisé sur le trottoir, les mots toujours visibles à travers les fractures. Des gens passaient, des voitures klaxonnaient, la ville avançait, indifférente, implacable, vivante. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro bloqué. Vérifiez votre email. J'ai ouvert mon email. Il y avait un message de l'avocat de Sophie. Une offre de règlement formel. Sophie prendrait le contrôle de Lefebvre Industries. Je recevrais une allocation mensuelle de 50 000 € et une maison à La Rochelle. En échange, je renoncerais à toutes mes revendications sur l'héritage et accepterais un accord de non-divulgation permanent. 50 000 € par mois. Cela semblait beaucoup. Ce n'était rien. C'était de la monnaie de poche ramassée sur le sol d'un empire qui était légitimement le mien. Au bas de l'email, en petits caractères, cette offre expire dans 72 heures. Sophie me donnait 3 jours, le même nombre de jours qu'elle m'avait donné pour quitter mon appartement. Cette nuit-là, j'étais assise dans la chambre d'amis d'Hélène. Tout était à nouveau parti, l'entreprise, la sécurité, l'avenir que je construisais pour ma fille. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Pierre, j'aurais dû l'ignorer. Je le savais. Mais à 3 heures du matin, enceinte de 8 mois, assise dans une pièce empruntée, sans rien, on ne prend pas toujours la décision qu'on prendrait en plein jour. Marie, sa voix était différente maintenant, tremblante, incertaine. Rien à voir avec le menteur confiant qui avait siégé à la barre des témoins. Je sais ce qu'ils ont fait. Sophie, Philippe, je sais pour le coup d'État. Marie, je suis désolé. Elle m'a promis de l'argent. 200 000 €. Et j'ai été faible, j'ai été stupide. Je veux t'aider à arranger ça. Je vais me rétracter. Je vais dire la vérité. J'ai fermé les yeux. Je voulais le croire. Chaque partie fatiguée, brisée, désespérée de moi voulait croire qu'une personne dans ma vie était capable de faire ce qu'il fallait. « Retrouve-moi », a dit Pierre. « Je t'expliquerai tout. Il y a un restaurant sur la rue principale, celui où nous allions, demain à midi. » J'ai accepté. Je n'aurais pas dû. Quand je suis arrivé au restaurant le lendemain, les paparazzis attendaient. 8 appareils photo, 4 camionnettes de journalistes. Pierre se tenait près de l'entrée, les mains dans les poches. Et quand il m'a vu, son expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il m'avait vendu. Encore, pour la 2e fois, le titre ce soir-là, l'héritière déchue aperçue avec son ex qui a témoigné contre elle. Réconciliation ou conspiration. Les avocats de Sophie ont déposé une requête supplémentaire dans les heures qui ont suivi. Les photos étaient des preuves, ont-ils argué, que Pierre et moi travaillions ensemble depuis le début pour escroquer l'héritage Lefebvre. Je me suis assise dans l'appartement d'Hélène cette nuit-là, seule. Hélène travaillait en double. L'appartement était silencieux, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel des vieux planchers. J'ai ramassé le cadre fissuré du trottoir. Le verre était tel une toile d'araignée, mais les mots étaient toujours clairs. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. « Papa », ai-je murmuré,
Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas assez forte. Silence, l'appartement n'avait pas de réponse. Le cadre n'avait pas de réponse. Les morts n'ont pas de réponse pour les vivants. Puis le bébé a donné un coup fort, si fort que j'ai haleté. Un petit point pressant l'intérieur de mon ventre avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un qui pesait moins de 2 kilos. « Lève-toi », disait le coup. « Lève-toi, maman. Ce n'est pas fini. » Bernard Lambert est arrivé à l'appartement d'Hélène à 7 heures le lendemain matin. Il semblait n'avoir pas dormi. Son costume était froissé, ce qui, pour Bernard, équivalait à un effondrement émotionnel total. Mais ses yeux étaient clairs, vifs, animés par quelque chose que j'ai reconnu après un moment comme de l'anticipation. « Votre père, » a dit Bernard, posant sa mallette sur la table de la cuisine, était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu, et le plus paranoïaque. Et dans ce cas, la paranoïa était la partie la plus intelligente. J'ai versé du café. Mes mains étaient instables maintenant. Le bébé avait délogé quelque chose en moi la nuit précédente, un dernier réservoir de pitié qui m'avait retenu, et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert qu'il s'était vidé pendant la nuit, remplacé par quelque chose de plus dur, plus froid et infiniment plus utile. La clarté. « Dites-moi, » ai-je dit. Bernard a ouvert sa maillette. Julien n'a pas écrit un testament, il en a écrit 3. Je me suis assise lentement. Le premier testament est celui qui a été lu publiquement, celui qui vous a tout donné. C'était la surface, l'appât si vous voulez. L'appât pourquoi? Pour exactement ce qui s'est passé. La contestation de Sophie, le coup d'État, la tentative de vous destituer et de se réinstaller. Bernard a sorti un document épais, dense, avec un langage juridique. Il avait été déposé sous scellé auprès du tribunal de grande instance de Nantes il y a 14 mois, avec des instructions pour s'activer automatiquement si une partie contestait avec succès le premier testament et obtenait un contrôle temporaire de Lefebvre Industries. Qu'est-ce qu'il active? Un audit fédéral, pas un audit d'entreprise, pas un audit d'État, fédéral, Direction générale des finances publiques, Autorité des marchés financiers, police judiciaire. Chaque transaction au sein de Lefebvre Industries remontant à 20 ans. Chaque compte, chaque transfert, chaque signature. Je l'ai regardé. Sophie a déclenché un audit fédéral en gagnant. Elle l'a déclenché en trichant. C'est la différence. Si la contestation avait été légitime, déposée de bonne foi par une partie raisonnable, le deuxième testament ne se serait jamais activé. Mais le deuxième testament comprend des critères. Dossiers médicaux falsifiés, témoins soudoyés, manipulation soudoyée. Sophie a satisfait aux 3. Elle a en fait rempli la demande pour sa propre enquête. Le café a refroidi dans ma tasse. Je ne l'ai pas remarqué. Et le troisième testament? Ai-je demandé. Bernard a marqué une pause. Pour la première fois de la semaine que je le connaissais, il a eu l'air ému. Sa mâchoire s'est contractée. Ses yeux sont devenus brillants. Le troisième testament, a-t-il dit, est une lettre de votre père adressée à vous, et elle contient tout. Chaque pièce de preuve que Julien a recueillie au cours des 3 dernières années de sa vie. Des registres financiers, des enregistrements, des déclarations sous serment d'anciens employés. Des preuves que Philippe Leroy et Sophie Lefebvre commettent des fraudes boursières, des détournements de fonds et de l'évasion fiscale depuis 2019. Il savait, ai-je dit, il savait qu'elle se battrait. Il savait qu'elle tricherait. Et il se construit d'un piège qui ne fonctionne que si elle fait exactement ce qu'elle a fait. Bernard m'a regardé de l'autre côté de la table. Votre père a conçu cela de manière à ce que plus Sophie se bat, plus elle s'enfonce. Chaque motion qu'elle a déposée, chaque témoin qu'elle a soudoyé, chaque document qu'elle a falsifié, tout devient une preuve. Elle a construit le dossier de l'accusation pour eux. J'ai ramassé le cadre fissuré, j'ai regardé les mots derrière le verre brisé. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde.
Il avait prévu que je perde, ai-je dit doucement. Bernard a acquiescé. Il avait prévu que vous soyez testé. N'importe qui peut gagner d'une position de pouvoir, Marie. Il voulait savoir si vous vous battriez depuis le bas, et vous l'avez fait. À chaque fois. J'ai reposé le cadre. J'ai regardé Bernard. Combien de temps avant que l'audit ne soit lancé? Il l'est déjà. Les agences fédéraux examinent les comptes de Lefebvre Industries depuis 6 heures ce matin. Sophie le sait? Pas encore. Je me suis levé. J'ai mis mon café dans l'évier. J'ai redressé mes épaules. Convoqué une réunion du conseil d'administration. Et je dis, demain matin, tous les membres présents, sans exception. Bernard m'a étudié. Qu'allez-vous faire? Je vais terminer ce que mon père a commencé. Le bureau du conseil d'administration de Lefebvre Industries occupait le 42e étage de la tour de verre que Julien avait bâti de ses propres mains. Par temps clair, on pouvait voir 4 départements depuis les fenêtres. Aujourd'hui, le ciel était sans nuages. Tout était net, lumineux et inévitable. Sophie est arrivée en avance, bien sûr. Elle s'est assise dans le fauteuil de PDG qu'elle y occupait depuis moins de 3 semaines et elle avait l'air triomphante. Philippe Leroy se tenait à ses côtés, tablette à la main, parcourant l'ordre du jour du matin comme un homme qui avait déjà gagné. 3 membres du conseil d'administration complice étaient assis à leur chaise avec l'expression satisfaite des gens qui croient avoir misé sur le bon cheval. La porte s'est ouverte à 9 heures précises. Je suis entré, enceinte de 8 mois et demi, portant une simple robe blanche. Pas de bijoux, pas de mallette, pas d'entourage. Juste moi et Bernard, qui ne portait qu'une clé USB de la taille d'un pouce. Sophie a souri d'un air suffisant. Cette réunion n'est pas ouverte aux anciens dirigeants, ma chérie. Je n'ai pas répondu à Sophie. Je me suis dirigé vers l'écran de présentation à l'avant de la pièce. J'ai branché la clé USB et j'ai appuyé sur lecture. Les écrans autour de la salle de conférence se sont allumés comme des fenêtres sur l'enfer. 20 ans de registres financiers. Chaque société écran que Sophie avait créée, organisée chronologiquement avec les numéros de compte bancaire et les historiques de transactions. Chaque virement bancaire que Philippe avait approuvé a sorti des fausses factures de fournisseurs correspondantes. Chaque signature falsifiée côte à côte avec les authentiques, les différences soulignées en rouge, chaque compte offshore, chaque achat immobilier, chaque location de jet privé, chaque euro des 47 millions qui avaient été volés à l'entreprise que Julien Lefebvre avait passé sa vie à construire. Philippe a sauté sur ses pieds. « Où avez-vous eu ça? » La voix de Bernard était calme. De l'homme qui a tout construit dans cette pièce, y compris le piège dans lequel vous venez de tomber. Les écrans ont changé. De nouveaux documents sont apparus. Le deuxième testament, désormais décelé. L'ordre d'audit fédéral, déjà signé. Les mandats de la PG, déjà exécutés. Et une chronologie montrant que des agents fédéraux étaient entrés dans le bâtiment à 7 heures du matin, 2 heures avant la réunion. Ils étaient déjà là. En bas, au département des finances. Dans le bureau de Philippe. Dans la salle des serveurs. Ils étaient là toute la matinée et personne n'avait prévenu Sophie. Parce que personne qui savait n'avait de raison de la prévenir. Sophie s'est levée. Son visage était de la couleur des cendres. La même couleur qu'il avait eue aux funérailles quand le vieil homme en fauteuil roulant s'était levé. Mais cette fois, il n'y avait pas de rétablissement, pas de plan B, pas de porte dérobée. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-elle dit, sa voix se brisant sur le dernier mot. « Je me battrai, je ferai appel, je... » « Vous quoi, Sophie? » Ma voix était ferme, pas forte, pas en colère, juste présente. « J'ai fait moi à nouveau? » La pièce est devenue silencieuse. Chaque personne à cette table se souvenait des funérailles. Le sang sur ma joue, les 214 personnes qui n'avaient rien fait. J'ai continué. 16 ans. Vous avez volé 16 ans à mon père. Vous avez volé ses lettres. Vous avez volé sa voix.
Vous avez volé son argent. Vous avez convaincu un homme mourant que sa propre fille ne l'aimait pas. Et il y a 3 semaines, vous avez volé mon entreprise. J'ai marqué une pause. J'ai regardé la pièce. Les membres du conseil qui avaient voté contre moi. Philippe qui transpirait déjà à travers sa chemise. Sophie dont les mains tremblaient. Mais vous avez oublié une chose, ai-je dit. Mon père n'a pas construit ça pour vous. Il l'a construit pour moi. Et il a passé les 3 dernières années de sa vie à s'assurer absolument que, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'intensité de votre lutte, quel que soit le nombre de personnes que vous soudoyiez, menaciez ou manipuliez, la vérité éclaterait, parce que c'est ce qu'il était. J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a bougé. Et c'est ce que je suis. La porte du bureau du conseil s'est ouverte. 2 agents du FBI sont entrés, suivis par 4 autres. Professionnels, silencieux, inévitables. Philippe Leroy a été menotté le premier. Il a commencé à pleurer avant qu'il ne finisse de lire ses droits. Des larmes fortes, désordonnées, indignes. Les larmes d'un homme qui a passé des années à croire qu'il était trop intelligent pour se faire prendre et qui venait de découvrir qu'il avait tort. Sophie a été menottée en second. Elle n'a pas pleuré. Elle laisse rester parfaitement immobile pendant que l'agent sécurisait les menottes et elle m'a regardé tout le temps. Son expression était compliquée. Des couches de haine et de calcul et autre chose. Quelque chose que je n'ai presque pas reconnu parce que je ne l'avais jamais vu sur le visage de Sophie auparavant. Du respect. Alors qu'il la conduisait vers la porte, Sophie s'est arrêtée. Les agents n'ont marqué une pause. « Il vous aimait », a dit Sophie doucement. « Je le savais, je l'ai toujours su. J'ai juste pensé que si je pouvais vous faire disparaître, son amour n'aurait nulle part où aller, sauf vers moi. » Elle a marqué une pause. « Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? »« Non, ai-je dit. Ça ne marche pas comme ça. » Sophie a hoché la tête une fois, puis ils l'ont fait sortir. Les 3 membres du conseil d'administration qui avaient voté pour le coup d'État ont démissionné avant le déjeuner. Ils n'ont pas été inculpés, mais ils ne siégeraient plus jamais à un conseil. Pierre Moreau a été arrêté pour parjure la semaine suivante. Il a appelé mon téléphone 17 fois depuis la prison du comté. Je n'ai jamais répondu. Il y a un moment, quelque part entre la crise et le calme, où tout ce que vous avez porté tombe, et vous vous retrouvez debout dans le silence, plus léger que jamais. Je l'ai ressenti cet après-midi-là, assise seule dans le bureau de mon père pour la première fois depuis le coup d'État. La pièce sentait le cuir et le vieux bois, et faiblement, j'imaginais, comme lui. Bernard m'a apporté une boîte, la dernière boîte du coffre-fort privé de Julien. À l'intérieur, il y avait 212 lettres, des enveloppes adressées à Marie Lefebvre, de la main de mon père, chacune datée, chacune scellée. 16 ans de lettres, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque mardi aléatoire où Julien s'asseyait à son bureau et écrivait à une fille qu'il pensait l'avoir oubliée. J'ai ouvert la première, datée 6 mois après l'arrivée de Sophie. « Chère Marie, j'ai déménagé ta chambre aujourd'hui. Sophie a dit que tu avais besoin d'espace, mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que je fais une erreur. Je ne sais juste pas encore de quel genre. Ton rire me manque. La maison est trop silencieuse. Je t'aime. Papa. » J'ai ouvert la suivante, puis l'autre et l'autre. Je les ai lues pendant 3 jours. J'ai pleuré la majeure partie du temps, des larmes profondes, tremblantes, séances de silence, des larmes qui m'ont laissé vide et propre, comme une maison après une inondation, endommagée, mais toujours debout. Je les ai mises dans un coffre-fort ignifuge, à côté de la photographie de ma mère. 2 femmes qui m'aimaient, une qui m'a élevé, une qui allait venir. J'ai accouché un jeudi après-midi pendant une réunion du conseil d'administration. Mes os se sont rompus en plein milieu d'une phrase, juste au moment d'approuver le nouveau régime d'avantages sociaux des employés, ce que j'ai dit plus tard être approprié parce que le régime comprenait 12 semaines de congé parental rémunéré.
Hélène a conduit à 140 km à l'heure dans une Subaru qui n'était pas conçue pour 140 km à l'heure. J'ai accouché d'un bébé à l'école d'infirmière, a crié Hélène par-dessus le bruit du moteur, et je ne vais pas accoucher de celui-ci dans une Subaru. Conduis, Hélène. Bernard suivait dans une voiture de ville, au téléphone avec l'administrateur de l'hôpital, exigeant la meilleure chambre, le meilleur médecin et des fleurs fraîches, que je n'avais pas demandées, mais qu'il jugeait importantes. Hélène, la voix de Bernard est passée par le haut-parleur du téléphone. Vous avez grillé 4 feux rouges. 5. Le 5e était orange. Charlotte Catherine Lefebvre est née à 19h32. 3 kg 3. Elle avait mes yeux et le menton de sa grand-mère Catherine et une force de préhension qui a fait rire l'infirmière accoucheuse, disant « Celle-là va être une terreur. » J'ai tenu ma fille dans la chambre d'hôpital, tandis que la dernière lumière du jour filtrait par la fenêtre et peignait tout en or. Bernard se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains jointes derrière le dos, les yeux humides pour la première et seule fois que je le verrais ainsi. Hélène dormait dans la chaise des visiteurs, portant toujours les blouses qu'elle avait pendant le trajet, ronflant doucement. Sur le rebord de la fenêtre, dans un nouveau cadre, la fissure encore visible en dessous, se trouvait la citation de mon père. « Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. » J'ai regardé le visage de ma fille, si petit, si nouveau, si complètement inconsciente de l'empire qui l'attendait, de la fortune qui portait son nom, de la guerre qui avait été menée avant qu'elle ne prenne sa première respiration. Ton grand-père a construit quelque chose d'incroyable, ai-je murmuré. Ta grand-mère était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Ta maman était une infirmière de nuit qui parlait à de vieux hommes en fauteuil roulant et s'est fait gifler pour ça. Et toi, petite, tu es la raison pour laquelle tout ça a un sens. Charlotte a bâillé, un petit bâillement parfait. J'ai souri. Non pas pour les caméras qui viendraient demain, non pas pour le conseil qui aurait besoin de moi lundi, non pas pour l'empire de 500 milliards d'euros que je n'avais jamais voulu, mais que je protégerais avec tout ce que j'avais. J'ai souri parce que ma fille était là, parce que les lettres avaient été retrouvées, parce que la vérité avait éclaté, comme mon père l'avait toujours su, et parce que pour la première fois de ma vie, Marie Lefebvre n'était pas invisible. Aujourd'hui alors, difficile à dire, vraiment. Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a forcé à devenir quelqu'un que je ne savais pas pouvoir être. D'autres fois, je me demande si j'ai vraiment fait les bons choix, si le coût n'a pas été trop élevé. C'est compliqué, comme souvent dans la vie, non? Il n'y a pas de fin parfaitement nette, juste des jours qui se suivent avec leurs joies et leurs doutes. Mais c'est ma vie, ma fille est là. Et quelque part, Julien a réussi à me montrer qu'il n'avait jamais cessé de croire en moi. C'est ce qui compte